Une femme ordinaire a reçu des signes divins auxquels personne ne croyait, des messages mystérieux, des coïncidences impossibles et des phénomènes inexplicables l'ont guidée dans un voyage qui a révélé des secrets enfouis depuis des décennies. Lorsque les preuves sont apparues, même les plus sceptiques sont tombés à genoux en prière. Une histoire vraie de foi, de rédemption et de miracle qui changera votre perspective sur l'intervention divine. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez. Laissez votre like, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez cette révélation extraordinaire. Dans la quiétude du matin, alors que le brouillard étreignait encore les montagnes des Alpes, Hélène Martin ouvrit les yeux avant même que le réveil n'annonce le début d'une nouvelle journée. Depuis 20 ans, sa routine était aussi prévisible que les saisons dans cette petite ville de Saint-Benoît-du-Val, un lieu où le temps semblait s'écouler au rythme des neuvaines et des récoltes. À 35 ans, Hélène portait la réputation d'être la voix de la raison dans une communauté où les miracles étaient un sujet de conversation quotidien. Ce qu'elle ne savait pas, en repoussant les draps fleuris que sa mère avait brodés avant de quitter ce monde, c'est que ce mercredi changerait à jamais le cours de son existence, si méticuleusement planifié. Ce fut dans le miroir de la salle de bain, embué par la vapeur de la douche, que les mots apparurent, comme écrits par un doigt invisible sur la surface humide. « Aide la fille perdue, 28 jours ». Hélène cligna des yeux plusieurs fois, se frotta les paupières et ajusta les lunettes à monture simple qu'elle portait depuis l'université. Ce devait être un jeu de lumière matinale, pensa-t-elle, ou peut-être un reste de rêve qui flottait encore dans son esprit. Après tout, qui serait entré dans sa petite maison à étage de la rue des Fleurs pour laisser un tel message? D'un geste rapide, elle effaça les mots avec la serviette jaune et se dirigea vers le petit déjeuner. La rationalité avait toujours été sa compagne la plus fidèle. « Sottise », murmura-t-elle en ajustant son chemisier en coton dans sa jupe bleu marine qui faisait partie de son uniforme officieux d'enseignante. Elle marcha dans les rues pavées de la petite ville, saluant les commerçants qui ouvraient leurs boutiques et les dames qui secouaient déjà leurs plumeaux sur les balcons des maisons colorées. La cloche de l'église principale de Saint-Benoît sonna 7 heures, comme elle le faisait depuis plus de 100 ans, marquant le rythme de la vie locale. « Bonjour, Madame Hélène. Bien dormi ?» demanda Madame Carmen, la fleuriste, dont les mains ridées par le temps préparaient les arrangements pour la neuvaine du jour. « Comme toujours, Madame Carmen », répondit Hélène, évitant de mentionner l'étrange message qu'elle tentait d'effacer de ses pensées. L'école municipale occupait un ancien manoir de l'époque coloniale, avec ses murs épais qui gardaient la fraîcheur même les jours les plus chauds. En parcourant les couloirs, Hélène entendait le brouhaha des élèves qui l'appelaient affectueusement « Madame Science », un surnom qu'elle portait avec fierté depuis qu'elle avait commencé à enseigner que tout ce qui semblait magique n'avait pas forcément besoin d'explications surnaturelles. « Que Dieu nous garde des sceptiques », disait toujours le père Antoine sur un ton de plaisanterie, lorsqu'il la croisait après la messe à laquelle elle assistait plus par tradition que par conviction. Ce fut pendant le cours sur le cycle de l'eau qu'Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. En expliquant l'évaporation, elle se souvint vivement des mots sur le miroir. Un instant, elle perdit le fil, ce qui lui arrivait rarement. « Madame, vous allez bien ?» demanda Petit Pierre, un garçon aux yeux curieux qui s'asseyait toujours au premier rang. « Oui, mon cher. Juste distraite par une goutte de pluie sur la fenêtre, » mentit-elle, désignant le ciel qui, curieusement, commençait à s'assombrir malgré la prévision de soleil pour toute la semaine. Quand la cloche annonça la fin de la journée scolaire, une pluie fine tombait sur Saint-Benoît-du-Val. Hélène refusa le trajet offert par Clarisse, la professeure d'histoire, préférant marcher sous le parapluie noir qu'elle portait toujours dans son sac. Elle avait besoin d'organiser ses pensées, d'éloigner cette sensation inconfortable qui l'avait poursuivie toute la journée. La pluie s'intensifia lorsqu'elle tourna au coin de sa rue. Les grosses gouttes tambourinaient sur son parapluie comme des doigts impatients. Pour une raison inexplicable, son cœur s'accéléra en mettant la clé dans la serrure. La maison était exactement comme elle l'avait laissée le matin. Les livres organisés par sujet sur les étagères en bois sombre, les plantes méticuleusement soignées, les photographies dans des cadres en argent poli. Tout à sa place, sauf un détail qui fit glisser. Son sac de son épaule,
est tombée sur le plancher en bois avec un bruit sourd. Sur le mur blanc du salon, des gouttes d'eau se formaient lentement et s'organisaient en lettres, comme de la rosée se manifestant de nulle part. Aide la fille perdue. 28 jours. Et tandis qu'Hélène observait paralysée, les mots commencèrent à s'évaporer, disparaissant peu à peu, comme s'ils n'avaient jamais existé. « Cela ne peut pas arriver », murmura-t-elle, fermant les yeux très fort et comptant jusqu'à 10, comme elle le faisait depuis l'enfance quand quelque chose l'effrayait. Mais quand elle les rouvrit, une seule goutte restait, coulant lentement sur le mur comme une larme solitaire. Avez-vous déjà senti que l'univers essaie de vous dire quelque chose? Que des forces au-delà de notre compréhension choisissent des instruments improbables pour leur dessein? Hélène n'avait jamais cru à de telles choses. Pour chaque mystère, il y avait une explication scientifique attendant d'être découverte. Pour chaque miracle, un phénomène naturel mal compris. Mais comment expliquer l'inexplicable sans passer pour quelqu'un qui a perdu la raison? Les jours suivants apportèrent d'autres événements qui défiaient la logique cartésienne à laquelle Hélène s'accrochait, comme un naufragé à une planche. Le jeudi, toutes les horloges de sa maison s'arrêtèrent simultanément à 15h33. Le vendredi, alors qu'elle expliquait la migration des oiseaux aux élèves de CM2, une volée d'oiseaux forma dans le ciel un motif rappelant nettement la silhouette d'un enfant. Le samedi, en rangeant de vieilles photographies de famille, Hélène trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Dans un album qu'elle avait feuilleté des centaines de fois, il y avait maintenant une photo qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Entre elle et sa mère, lors de la traditionnelle fête de l'école 15 ans plus tôt, apparaissait une fillette inconnue d'environ 12 ans, regardant directement l'appareil photo avec un sourire triste et des yeux qui semblaient connaître d'anciens secrets. La fillette tenait dans ses mains un petit ruban rouge, de ceux que les fidèles nouent au poignet après avoir fait des promesses. Sur les bords de la photographie, des taches sombres semblaient bouger quand Hélène ne les regardait pas directement. Ce fut cette nuit-là qu'Hélène décida qu'elle ne pouvait plus garder ce secret. Après le dîner solitaire qu'elle avait préparé sans appétit, elle composa le numéro de Thérèse, la pharmacienne de la ville, et unique amie en qui elle avait entièrement confiance. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, mais promets-moi que tu ne me prendras pas pour une folle, » dit-elle dès que son amie décrocha. « Promis, mais seulement si tu promets que tu n'as rien à voir avec ce professeur de géographie du lycée public. Ma cousine m'a dit qu'elle l'avait vu acheter des alliances à Lyon le mois dernier, » répondit Thérèse, essayant d'arracher un sourire à son amie. « Pas de romance cette fois, Thérèse. C'est quelque chose de différent. Tu peux venir? Maintenant ?» 1 heure plus tard, les deux femmes étaient assises à la table de cuisine d'Hélène. Sur le plateau en bois était disposé l'album de photographies, un carnet avec des notes sur les événements étranges et la médaille miraculeuse qu'Hélène avait trouvée ce matin-là, partiellement enterrée dans le petit jardin qu'elle cultivait au fond de la maison. « Et tu n'avais jamais vu cette fille avant ?» demanda Thérèse, examinant attentivement la photographie. « Jamais. Et je connais chaque enfant qui est passé par l'école ces 20 dernières années. De plus, cette photo a été prise en 2009. Je me souviens parfaitement de ce jour car c'est là que ma mère a eu le premier symptôme de ce qui s'est avéré être la maladie qui l'a emportée. » Thérèse tourna la petite médaille entre ses doigts. Au verso, une date était gravée. 03-05-1997. « Il y a 27 ans, » murmura Thérèse. Ses yeux marrons, toujours attentifs derrière ses lunettes à monture fine, rencontrèrent ceux d'Hélène. « Sais-tu ce qui s'est passé à cette date ?» Hélène secoua la tête. C'est alors que Thérèse révéla quelque chose qui allait commencer à assembler les pièces du puzzle. C'est à ce moment-là qu'un bébé a été laissé à la porte de l'église. Tout le monde en a parlé, mais ensuite le sujet s'est éteint. Le père Jérôme, qui a précédé le père Antoine, s'est assuré que l'enfant soit envoyé pour adoption à Lyon. Je m'en souviens parce que ma mère faisait partie du groupe de dames qui aidait à la paroisse. Le vent nocturne agita les rideaux de la fenêtre de la cuisine, apportant l'odeur de terre mouillée et de fleurs de jasmin. Un instant, les deux femmes restèrent silencieuses, comme si le poids de cette révélation avait besoin d'espace pour s'installer. « Thérèse, crois-tu au signe ?» demanda finalement Hélène, sa voix presque un murmure. Thérèse ajusta ses lunettes et porta sa tasse de thé à ses lèvres avant de répondre. « J'ai été adoptée, Hélène. » «
Je ne te l'ai jamais dit, mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à rêver d'une maison jaune aux fenêtres bleues. Le rêve était si récurrent que j'ai décidé de rechercher mes parents biologiques. Sais-tu où vivait ma mère quand elle m'a eu? Dans une maison jaune aux fenêtres bleues à Avignon. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Durant toutes leurs années d'amitié, Thérèse n'avait jamais partagé cette histoire. Certaines choses ne peuvent pas être expliquées par la science, mon ami, continua Thérèse. Et certaines coïncidences sont trop nombreuses pour n'être que cela. Le lendemain matin, un dimanche ensoleillé, Hélène se dirigea vers l'église principale. Non pas pour assister à la messe qui était déjà terminée, mais pour parler au père Antoine. Le religieux, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants et au sourire aimable, la reçut dans la petite pièce attenante à la sacristie. « En quoi puis-je vous aider, madame Hélène ?» demanda-t-il, lui offrant une chaise en bois sombre, relique des temps coloniaux. « Mon père, j'ai besoin d'informations sur un bébé qui a été laissé à la porte de cette église il y a 27 ans, » dit Hélène, allant droit au but. Le sourire du prêtre disparut instantanément. Ses yeux, auparavant chaleureux, devinrent méfiants. « Pourquoi vous intéressez-vous à quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps ?» Hélène hésita. Comment expliquer au prêtre les messages, mystérieux sur les miroirs et les murs, les photographies surgies de nulle part, et les oiseaux formant des motifs impossibles dans le ciel. « Je mène une recherche historique sur la ville, » mentit-elle, ajustant nerveusement ses lunettes. Le prêtre l'observa en silence pendant un moment trop long. Puis, comme s'il avait pris une décision difficile, il se leva de sa chaise et se dirigea vers une étagère remplie de livres anciens. « Les registres paroissiaux sont confidentiels, Madame Hélène. Mais je peux vous dire que, oui, un enfant a été laissé ici, à l'aube du 3 mai 1997. Une petite fille nouveau-née. Pour protéger les familles impliquées, le père Jérôme s'est assuré qu'elle soit confiée à l'adoption dans la capitale régionale. C'est tout ce que je sais et tout ce que je peux vous dire. » Mais ses yeux en disaient plus. Il disait qu'il y avait des secrets enfouis dans les profondeurs de cette petite ville, des secrets que beaucoup préféraient garder cachés, comme de vieilles racines qui soutiennent des arbres centenaires, invisibles, mais fondamentales pour la structure de tout. En sortant de l'église, Hélène sentit le poids des regards des fidèles qui se rassemblaient sur la place après la messe. Parmi eux, Madame Clotilde, sœur aînée du maire et organisatrice de la kermesse annuelle, l'observait avec une expression mêlant curiosité et inquiétude. « Madame Hélène !» appela la dame, s'approchant à pas lents, appuyée sur une canne en bois sculpté. « J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur les vieilles histoires de notre ville. » La place centrale, avec sa fontaine en pierre locale et ses arbres témoins de générations, sembla soudain se taire. Les enfants qui couraient, les vendeurs de pop-corn, les hommes qui jouaient aux dames à l'ombre des platanes, tous semblaient avoir interrompu leurs activités pour écouter cette conversation. « Juste une curiosité historique. »« Madame Clotilde, » répondit Hélène, essayant de paraître désinvolte. La dame, dont la rigidité morale était aussi connue que la qualité de ses confitures de potiron, se pencha légèrement vers elle. « Il y a des choses, ma chère, qui doivent rester enfouies pour le bien de la communauté. Toute vérité n'a pas besoin d'être révélée. Certaines blessures cicatrisent de mieux lorsqu'on les laisse tranquilles. » C'était un avertissement, déguisé en conseil. Hélène sentit sa colonne vertébrale se glacer, mais conserva le sang-froid qui lui avait valu le respect des élèves et des parents. « Je crois que la vérité a sa propre valeur, Madame Clotilde, et que la connaissance nous libère plus qu'elle ne nous emprisonne. » L'aîné sourit, mais ses yeux restèrent sérieux comme le ciel avant un orage. « Attention, madame. Le chemin de la raison ne mène pas toujours à la paix. Parfois, le mystère est un manteau protecteur. » Avec ces mots énigmatiques, Madame Clotilde s'éloigna, le bruit doux de sa canne marquant le rythme de ses pas sur le pavage en pierre. Hélène resta immobile, sentant qu'elle venait de recevoir non seulement un avertissement, mais aussi une sorte de confirmation que ces questions touchaient des points sensibles dans la structure sociale de Saint-Benoît-du-Val. Les jours suivants apportèrent d'autres signes, de plus en plus spécifiques. Le 10e jour après le premier message, lors de la traditionnelle fête de l'école, un événement particulier se produisit qui allait lancer Hélène dans un voyage sans retour. La danse folklorique des élèves de CM1
venait de terminer sa présentation dans la cour décorée de guirlandes colorées et de ballons. L'odeur de pop-corn et de jus de pomme chaud épicé, comme tenait à le souligner la directrice Marguerite, emplissait l'air. Hélène, responsable du stand du courrier du cœur, organisait les petits mots écrits par les étudiants lorsqu'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant s'approcha. « Vous êtes Madame Hélène Martin ?» demanda l'étranger, un homme d'âge moyen portant un costume usé qui semblait 2 fois trop grand pour son corps maigre. « Oui, c'est moi », répondit-elle intriguée. Sans rien dire de plus, l'homme lui tendit une enveloppe jaunie et se tourna pour partir. L'instinct d'Hélène fut plus rapide que sa raison. Elle saisit le bras de l'étranger. « Qui êtes-vous? Qui a envoyé ceci ?» L'homme regarda sa main sur son bras, puis directement dans ses yeux. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard, non pas menaçant, mais profondément troublant, comme s'il pouvait voir à travers elle. « Je ne suis qu'un messager, madame, comme vous l'êtes aussi. » Et puis, avec une habileté surprenante pour quelqu'un d'apparence si fragile, il se dégagea de son emprise et disparut dans la foule des parents et des élèves. Sous la lumière vacillante des feux de joie, Hélène ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva un acte de naissance partiellement brûlé. Le nom de l'enfant était Louise Dubois, née le 3 mai 1997. Le document indiquait qu'elle vivait maintenant à Lyon. Au verso de l'acte, écrit avec la même calligraphie que les messages sur le miroir et le mur, se trouvait une adresse dans la capitale régionale et une phrase « Le temps presse. La fille perdue doit rentrer chez elle. » Comme des gouttes de pluie qui s'unissent en descendant sur une vitre, les événements étranges commençaient à former un motif reconnaissable. Hélène se sentait comme un instrument dans une symphonie dont le compositeur restait caché, mais dont la mélodie devenait de plus en plus claire. L'après-midi suivant, la directrice Marguerite appela Hélène pour une conversation dans son bureau. Le vieux climatiseur bourdonnait, luttant contre la chaleur de juin qui entrait par les fenêtres en verre dépoli. « Hélène, je suis inquiète pour vous, » dit la directrice, une femme robuste qui dirigeait l'école depuis plus de 2 décennies. « Les parents disent que vous semblez distraite en classe. Madame Clarisse m'a dit qu'elle vous avait vu parler seule dans le laboratoire de sciences. Et maintenant cette histoire d'enquête sur un abandon d'enfant qui s'est produit avant même que vous ne soyez diplômée. » Hélène sentit son visage s'échauffer. Sa réputation professionnelle, construite avec tant de soin, était remise en question. « Je suis juste fatiguée, Marguerite. Fin de semestre, correction des copies, vous savez ce que c'est. » La directrice soupira, retirant ses lunettes pour les nettoyer avec un mouchoir brodé. « Pourquoi ne pas prendre quelques jours de congé? Reposez-vous, voyagez, éclaircissez-vous. Les idées. Le remplaçant peut prendre vos classes jusqu'aux grandes vacances d'été. » Ce n'était pas une demande, réalisa Hélène. C'était une directive déguisée en suggestion. Comment refuser sans paraître encore plus déséquilibré aux yeux de la communauté scolaire? « Peut-être avez-vous raison », céda-t-elle finalement. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta à la pharmacie de Thérèse. L'amie l'accueillit avec un sourire chaleureux qui se transforma en inquiétude en remarquant son air abattu. Que s'est-il passé? En quelques mots, Hélène raconta la conversation avec la directrice et montra l'acte de naissance qu'elle avait reçu. Thérèse examina le document avec une attention professionnelle, comme si elle y cherchait un principe actif caché. « C'est incroyable, Hélène. C'est un signe si clair !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants d'une excitation presque enfantine. « Tu dois aller à Lyon trouver cette jeune femme, et je viens avec toi. Crois-tu vraiment qu'il y ait quelque chose de divin dans ces événements ?» demanda Hélène, toujours partagée entre sa nature sceptique et la montagne croissante de preuves inexplicables. Thérèse rangea soigneusement l'acte de naissance dans l'enveloppe et le rendit à son amie. « Ce que je crois, Hélène, c'est qu'il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent pas être expliquées par le microscope ou le tableau périodique. Appelle ça comme tu veux. Dieu, l'univers, le destin. Le nom n'importe pas autant que le fait que tu as été choisi pour cette mission. Et si tu refuses l'appel, eh bien, qui sait quelles conséquences cela pourrait avoir. » Le voyage pour Lyon fut fixé au lendemain. Hélène empaqueta le strict nécessaire dans une petite valise à main. Quelques vêtements de rechange, ses papiers personnels, la médaille miraculeuse,
la photographie mystérieuse et l'acte de naissance partiellement brûlé. Avant de partir, elle regarda longuement le miroir de la salle de bain, s'attendant presque à ce qu'un nouveau message apparaisse. Mais la surface ne reflétait que son visage pâle et fatigué, marqué par les nuits blanches et l'agitation qui la consumait. « J'espère que tu sais ce que tu fais », murmura-t-elle à son reflet. La capitale régionale accueillit les deux amis avec le chaos typique des grands centres urbains. Klaxons impatients, foule pressée, immeubles qui semblaient toucher le ciel grisâtre, un monde complètement différent du paisible Saint-Benoît-du-Val, où le bruit le plus intense venait de la cloche de l'église et des cigales en été. L'adresse indiquée au verso de l'acte les mena à un immeuble d'appartements modernes dans le quartier du Marais. À l'interphone, une jeune voix féminine répondit à l'appel. « Bonjour, je m'appelle Hélène Martin de Saint-Benoît-du-Val. J'ai besoin de parler à Louise Dubois. » Il y eut un moment de silence, puis « Saint-Benoît-du-Val, la ville avec l'église jaune sur la place centrale ?» Hélène et Thérèse échangèrent des regards surpris. « Oui, exactement, » répondit Hélène. « S'il vous plaît, montez. Appartement 507. » L'ascenseur semblait une capsule temporelle, les transportant vers une rencontre avec l'inconnu. Au 5e étage, la porte de l'appartement 507 était déjà entr'ouverte quand elles arrivèrent. Une jeune femme de 27 ans, aux cheveux sombres attachés en un chignon désordonné et aux yeux verts pénétrants, attendait dans le couloir. « Vous devez être Hélène », dit la jeune femme en tendant la main. « Je suis Louise. Entrez, s'il vous plaît. » L'appartement était un espace lumineux et organisé, décoré avec un goût artistique évident. Au mur, des tableaux abstraits alternaient avec des photographies de paysages. Sur une table dans un coin du salon, un ordinateur portable ouvert affichait ce qui semblait être un projet graphique en cours. « Je suis designer », expliqua Louise, remarquant le regard d'Hélène, spécialisée en identité visuelle pour petites entreprises. Les trois s'assirent sur les canapés du salon. Thérèse, toujours pratique, alla droit au but. « Comment connaissez-vous Saint-Benoît-du-Val, Louise ?» La jeune femme sourit, un sourire mêlant nostalgie et mystère. « Je vais paraître folle, mais je rêve de cette ville depuis aussi longtemps que je me souvienne. L'église jaune, la place avec la fontaine en pierre, les montagnes environnantes. » Elle fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « Il y a 3 mois, j'ai découvert que j'étais adoptée. Mes parents ne me l'avaient jamais dit, mais quand ma mère est décédée en mars, j'ai trouvé des documents, y compris celui-ci. » Louise se leva et alla vers une petite commode. D'un tiroir, elle sortit une enveloppe semblable à celle qu'Hélène portait. À l'intérieur se trouvait l'autre moitié de l'acte de naissance, la partie manquante du document brûlé. Je fais des recherches sur mes origines depuis lors. Tous les indices pointent vers Saint-Benoît-du-Val. En fait, Louise hésita de nouveau, comme si elle craignait de paraître irrationnelle. Je prévoyais déjà de visiter la ville la semaine prochaine. Ce fut comme si la foudre avait frappé Hélène. Une coïncidence si improbable qu'elle défiait tout calcul statistique. « Croyez-vous aux signes, Louise ?» demanda-t-elle, répétant la même question qu'elle avait posée à Thérèse quelques jours auparavant. Après ce que j'ai vécu ces derniers mois, la jeune femme rit, un son cristallin qui remplit l'appartement. Je crois qu'il y a des forces que nous ne comprenons pas totalement et que parfois, ces forces nous poussent dans des directions que nous devons suivre. Les heures suivantes furent consacrées à des découvertes surprenantes. Louise et Hélène partageaient le même groupe sanguin rare, O négatif. Toutes deux avaient une petite tache de naissance en forme de croissant derrière l'oreille droite. Et, au grand étonnement de Thérèse, les deux fêtèrent leur anniversaire le même jour, le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. « Cela va, au-delà des coïncidences », murmura Thérèse, observant les deux femmes côte à côte. Il y avait des similitudes subtiles dans leurs gestes, dans leur façon d'incliner la tête en écoutant, dans le rythme de leurs paroles. En fin d'après-midi, alors que le soleil se cachait derrière les immeubles de la capitale régionale, une décision fut prise. Louise accompagnerait Hélène et Thérèse à Saint-Benoît-du-Val le lendemain matin. La nuit fut longue pour Hélène. Hébergée dans un hôtel simple près de la gare routière, elle se tourna et se retourna dans le lit inconfortable,
son esprit un tourbillon de questions sans réponse. Qu'arriverait-il quand elle ramènerait Louise en ville? Qui était vraiment la fille perdue mentionnée dans les messages? Et pourquoi elle, Hélène, une professeure de sciences qui avait toujours cherché des explications rationnelles à tout, avait-elle été choisie comme instrument pour cette réunion? Quand elle s'endormit enfin, elle rêva de l'église de Saint-Benoît-du-Val. Mais, dans le rêve, le temple était enveloppé d'un étrange halo bleuté. Et sur le parvis, une femme au visage indistinct tenait dans ses bras un petit paquet qui émettait sa propre lumière, comme une étoile tombée du ciel. Le bus qui les ramena à la petite ville partit à 7 heures du matin. Pendant le voyage de 4 heures, Louise raconta sa vie. Élevée par des parents aimants à Lyon, diplômée en design graphique et ayant construit une carrière prometteuse. Elle n'avait jamais manqué de rien, sauf d'un inexplicable sentiment de décalage, comme si une partie d'elle appartenait à un autre endroit. Quand j'ai su que j'étais adoptée, beaucoup de choses ont commencé à avoir du sens, expliqua-t-elle, tandis que le bus serpentait sur les routes montagneuses. Les rêves récurrents d'un endroit que je n'avais jamais visité. Mon affinité inexplicable avec les histoires d'enfants abandonnés. Même ma condition médicale. Condition médicale, demanda Thérèse, assise à côté d'Hélène. Louise acquiesça. Il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune extrêmement rare. Les médecins ont dit qu'elle n'affecte qu'une personne sur 100 000. J'ai suivi un traitement expérimental et, heureusement, je suis en rémission. Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une autre pièce du puzzle cosmique qui semblait se former sous ses yeux. Quand le bus franchit enfin le panneau de bienvenue de Saint-Benoît-du-Val, le ciel auparavant clair commença à s'assombrir. Des nuages denses s'accumulaient au-dessus de la petite ville, promettant un orage. Le chauffeur commenta que c'était étrange, car la météo prévoyait du soleil pour toute la journée. À la petite gare routière, quelques personnes attendaient l'arrivée du bus. Parmi elles, à la surprise d'Hélène, se trouvait le père Antoine. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur Louise quand elle descendit du véhicule, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier chez cet inconnu. « Madame Hélène », salua le prêtre sans détourner le regard de la jeune femme. « Je vois que vous avez amené une visiteuse dans notre ville. Père Antoine, voici Louise Dubois de Lyon », présenta Hélène, observant attentivement la réaction du religieux. Quelque chose d'indescriptible passa sur le visage ridé du prêtre, un mélange de reconnaissance, d'étonnement et peut-être une touche de crainte révérentielle. « Bienvenue à Saint-Benoît-du-Val, ma fille, » dit-il, sa voix légèrement tremblante. « Il semble que vous ayez choisi un jour intéressant pour visiter. Nous aurons la procession en l'honneur de notre saint patron cet après-midi. » Comme orchestré par les cieux, un coup de tonnerre retentit au loin, faisant lever les yeux à tout le monde instinctivement. Les nuages formaient maintenant des motifs, inhabituels, circulaires, comme des tourbillons suspendus. « Temps étranges », commenta Thérèse. « On dirait que les cieux savent que quelque chose d'important se passe. » Le prêtre lui lança un regard pénétrant, comme si ces mots portaient plus de vérité que la pharmacienne ne pouvait l'imaginer. « Les cieux savent toujours, ma fille, toujours. » La ville accueillit l'étrangère avec la curiosité typique des petites communautés. Tandis qu'elle marchait dans la rue principale en direction de la maison d'Hélène, des visages apparaissaient aux fenêtres, des commerçants interrompaient leurs activités pour observer, et des chuchotements suivaient leurs pas comme des ombres fidèles. « C'est exactement comme dans mes rêves », murmura Louise, émerveillée. Ses yeux absorbaient chaque détail. Les maisons colorées avec leurs balcons en fer forgé, les ruelles pavées, les pots de fougères suspendus aux vérandas, l'odeur de pain frais sortant de la boulangerie de Monsieur Joachim. Elles arrivèrent à la maison d'Hélène quand les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Grosses et lourdes, elles faisaient un son métallique en frappant les toits en zinc. « Pouvons-nous participer à la procession ?» demanda Louise, tout en aidant Hélène à préparer un café. « Tu es sûre ? Il va pleuvoir fort ?» répondit Hélène, regardant avec inquiétude le ciel de plus en plus sombre par la fenêtre de la cuisine. « Oui, je sens que je dois y être. » Et ainsi, 3 heures plus tard, Hélène, Thérèse et Louise rejoignirent la foule qui se rassemblait sur la place centrale. La pluie avait accordé une trêve momentanée, mais l'air restait chargé d'électricité. La statue de Saint-Benoît, normalement gardée dans l'autel latéral de l'église,
reposait maintenant sur un brancard de procession décoré de fleurs blanches et de rubans dorés. Le père Antoine, paré de ses vêtements liturgiques, commença les prières. Sa voix, amplifiée par un petit système de sonorisation, résonnait dans les rues étroites. Saint Benoît le Mort, fils d'esclave devenu saint, enseigne-nous que Dieu choisit les humbles pour confondre les sages et les puissants de ce monde. C'est alors que cela se produisit, tandis que la procession commençait à se déplacer, serpentant dans les rues de la ville. Louise s'arrêta soudainement en passant devant une maison blanche à 2 étages, aux fenêtres bleues et avec un petit jardin bien entretenu. « Cette maison, » murmura-t-elle, le visage pâle comme la cire. « Je la connais, j'ai déjà été ici. » Hélène lui prit le bras, craignant que la jeune femme ne défaille. « C'est l'ancienne maison du docteur Mathieu, » expliqua Thérèse. « Le médecin de la ville pendant plus de 30 ans. Il est décédé il y a 5 ans. Mais sa femme, Madame Eulalie, y vit toujours. » Comme invoquée par ces paroles, une dame âgée apparut sur le balcon, attirée par le bruit de la procession. Ses yeux, encore vifs dans un visage marqué par le temps, se fixèrent sur Louise avec une intensité troublante. Pendant un moment qui sembla s'étirer à l'infini, les 2 femmes, séparées par des générations, se regardèrent à distance. Et puis, sans prévenir, Madame Eulalie pâlit, porta la main à sa poitrine et tomba, évanouie. La confusion fut immédiate. La procession s'arrêta, des gens coururent pour secourir la vieille dame. Des voix alarmées s'élevèrent comme un essaim d'abeilles effrayées. Au milieu du chaos, personne ne remarqua quand le ciel, soudainement, s'ouvrit en une pluie torrentielle, sauf une seule goutte qui tomba directement sur le front de Louise, coulant sur son visage comme une larme cosmique. Avez-vous déjà senti que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même? Que votre histoire personnelle n'est qu'un chapitre d'un livre beaucoup plus vaste, écrit par des mains invisibles, tandis que le médecin local s'occupait de Madame Eulalie, emmenée à l'intérieur de sa maison? Hélène observait Louise, immobile sous la pluie, le visage levé vers le ciel comme si elle recevait une bénédiction ou une révélation. Le 15e jour depuis le premier message apporta une découverte qui allait tout changer. Tandis que Madame Eulalie se remettait de ce qui fut diagnostiqué comme un simple évanouissement dû à une forte émotion, Thérèse menait un travail de détective dans les anciennes archives de la pharmacie qu'elle avait hérité de son père. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle au téléphone à Hélène, sa voix vibrant d'excitation. « Des registres d'achat faits par le docteur Mathieu en mai 1997. Des médicaments spécifiques pour nouveau-nés, des vitamines prénatales, des antibiotiques. Tout daté de quelques jours avant et après la naissance de Louise. Mais Madame Eulalie n'a jamais eu d'enfant, répondit Hélène, regardant Louise qui dormait sur le canapé de son salon, épuisée après l'intense expérience émotionnelle de la veille. Exactement. La voix de Thérèse était presque un murmure conspirateur. Et ce n'est pas tout. Un orage incroyable a éclaté au-dessus de la maison du docteur Mathieu tout à l'heure. La foudre a frappé directement le toit, endommageant une partie de la structure. Les pompiers ont été appelés pour vérifier les dégâts et ils ont trouvé quelque chose dans le grenier. Une vieille boîte cachée entre les poutres. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Qu'y avait-il dans la boîte? Je ne sais pas encore. Mais Madame Carmen, qui aide Madame Eulalie, m'a appelé pour dire que la vieille dame est en panique, suppliant que personne n'ouvre cette boîte. Elle dit qu'elle contient des souvenirs qui doivent rester enfouis. Quand Hélène raccrocha le téléphone, elle remarqua que Louise s'était réveillée et l'observait avec des yeux attentifs. « Ils ont trouvé quelque chose d'important, n'est-ce pas ?» demanda la jeune femme. « Je peux le sentir. C'est comme si chaque cellule de mon corps vibrait à une fréquence différente depuis que je suis arrivée dans cette ville. » Hélène acquiesça lentement. « Je pense que nous sommes très proches de découvrir la vérité sur ta naissance, Louise. Mais es-tu sûre de vouloir continuer ? Certaines vérités peuvent être douloureuses. » La jeune femme se leva du canapé et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais maintenant doucement, presque musicalement, comme des doigts doux tambourinant sur les toits en zinc. Toute ma vie, j'ai senti qu'il y avait un vide en moi, un espace que rien ne semblait combler complètement. Maintenant, je sais pourquoi. Elle se tourna pour faire face à Hélène, ses yeux verts brillants de détermination.
J'ai besoin de savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'ai été laissé dans cette église. Même si ça fait mal, même si ça change tout ce que j'ai toujours cru sur moi-même. Cette nuit-là, alors que l'orage se dissipait enfin, laissant l'air propre et frais, une réunion improvisée eut lieu à la pharmacie de Thérèse. Hélène et Louise arrivèrent discrètement par l'arrière, évitant les regards curieux des habitants. À leur surprise, le père Antoine était déjà là, assis sur une chaise en bois dans le petit bureau au fond de l'établissement. Sur la table de Thérèse se trouvait la boîte trouvée dans le grenier de la maison du docteur Mathieu, une boîte en cèdre, avec des sculptures délicates et une petite serrure en bronze, maintenant, forcée par l'impact lorsqu'une partie du toit s'est effondrée. « Je ne devrais pas être ici », dit le prêtre, son visage un masque d'inquiétude. « Mais je sens que Dieu agit de manière mystérieuse ces jours-ci. Et qui suis-je pour remettre en question ses desseins ?» Thérèse ouvrit cérémonieusement la boîte. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvait un album de photographies, montrant Madame Eulalie, visiblement enceinte, quelque chose qui contredisait l'histoire officielle, selon laquelle elle n'avait jamais pu avoir d'enfant. Une liasse de lettres jaunies par le temps, échangées entre le docteur Mathieu et une certaine Cécile, que Thérèse identifia comme la nièce de l'ancien maire, qui était censée être partie étudier en Europe après avoir terminé le lycée, mais qui en réalité n'avait jamais quitté la France. Une enveloppe contenant une mèche de cheveux auburn, identique à la couleur des cheveux de Louise. Et au fond de la boîte, un journal intime avec l'écriture impeccable du médecin, relatant les événements de cette période troublée. D'une main tremblante, le père Antoine prit le journal, intime, et lut à haute voix quelques passages. L'histoire qui émergea était celle d'un amour interdit entre Cécile, nièce de l'ancien maire, et son professeur de piano, un homme marié. La grossesse résultant de cette relation, dans une communauté profondément religieuse et conservatrice, représentait un scandale insupportable. Le docteur Mathieu et sa femme, amis proches de la famille, offrirent une solution. Cécile passerait sa grossesse recluse chez eux, à l'abri des regards de la ville. Après la naissance, l'enfant serait confié à l'adoption, et Cécile partirait étudier en Europe, en réalité, pour un séjour dans une maison de repos à Marseille, pour se remettre du traumatisme. « C'est pourquoi Madame Eulalie s'est évanouie en te voyant », expliqua le prêtre, regardant Louise avec des yeux embués. « Tu es le portrait vivant de Cécile à 27 ans. » Louise, qui avait écouté toute l'histoire en silence, laissa enfin les larmes couler librement sur son visage. « Alors ma mère biologique est vivante. Où est-elle maintenant ?» Ce fut Thérèse, qui répondit « Cécile est revenue dans la région il y a quelques années, après la mort de son oncle. Elle vit recluse dans une maison de campagne aux alentours de la ville. Peu de gens la voient. On dit qu'elle souffre d'une maladie qui l'a affaiblie. » Hélène, qui observait attentivement Louise, remarqua comment la jeune femme pâlit en entendant cette information. « Quel genre de maladie ?» demanda Louise, sa voix presque un murmure. Thérèse hésita, regardant brièvement le prêtre qui acquiesça en silence. « Une maladie auto-immune rare, la même que tu as eue, Louise. » Le 20e jour depuis le premier message mystérieux se leva clair, comme si l'orage de la veille avait lavé non seulement les rues pavées, mais aussi les âmes des habitants de Saint-Benoît-du-Val. C'était le jour de la traditionnelle bénédiction des eaux, un rituel où le prêtre bénissait la fontaine de la place centrale, considérée par beaucoup comme miraculeuse. La ville entière se rassemblait pour cet événement, y compris ceux qui fréquentaient rarement l'église. Hélène, Thérèse et Louise se positionnèrent discrètement sur le côté de la place, observant la foule qui s'agglutinait autour de l'ancienne fontaine en pierre locale. Le père Antoine, vêtu de ses ornements les plus solennels, conduisait la cérémonie avec une dignité sereine. Ses mains âgées aspergeaient d'eau bénite la fontaine, tandis que sa voix entonnait des bénédictions en latin, reliant ce petit rituel à une tradition millénaire. Maintenant, comme c'est notre coutume, j'invite tout le monde à s'approcher et à toucher les eaux bénies, annonça le prêtre au micro. Que la grâce de Saint Benoît et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ descendent sur vous à travers ces eaux purificatrices. La file se forma rapidement. Enfants, personnes âgées,
Commerçants, agriculteurs, toute la diversité de cette petite société défilait devant la fontaine, mouillant leurs mains et faisant le signe de croix. « Tu devrais y aller aussi », murmura Hélène à Louise. La jeune femme hésita. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout le monde me regarde comme si j'étais une intruse. »« Vas-y », insista Thérèse, la poussant gentiment vers la file. « Quelque chose me dit que tu dois faire partie de ce rituel. » À contre-cœur, Louise se plaça dans la file. Quand son tour arriva enfin, elle tendit timidement la main pour toucher l'eau cristalline. Au moment exact où ses doigts rompirent la surface liquide, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'eau de la fontaine prit une douce coloration rosée, comme si quelqu'un y avait versé quelques gouttes de vin. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Le père Antoine, qui observait de près, laissa échapper une exclamation de surprise. Plusieurs personnes sortirent de leur téléphone portable pour enregistrer le phénomène inexplicable. « C'est un signe !» s'exclama Madame Carmen, la fleuriste. « Un signe de Dieu !» Louise recula, effrayée par sa propre capacité à provoquer un tel phénomène. Hélène courut pour la soutenir, craignant que la jeune femme ne soit submergée par la réaction de la foule. Mais à sa surprise, les visages alentours ne montraient ni peur ni répulsion. Seulement un émerveillement révérencieux, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. « L'eau redeviendra normale dans quelques minutes », déclara le prêtre avec un calme surprenant. « Ce n'est pas la première fois que notre fontaine montre des signes extraordinaires. En 1879, lors d'une grande sécheresse, ses eaux acquirent un éclat doré la veille de l'arrivée des pluies salvatrices. » Par ces mots, le religieux transforma efficacement ce qui aurait pu être vu comme un événement effrayant en quelque chose qui s'inscrivait dans la tradition locale. Un miracle parmi tant d'autres qui formaient la riche tapisserie d'histoire de cette communauté. Plus tard, dans la sacristie de l'église, le père Antoine réunit Hélène, Thérèse et Louise. Son visage, habituellement serein, montrait des signes de profonde perturbation. « Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une coïncidence », dit-il, fermant soigneusement la porte pour garantir l'intimité. Tout comme l'arrivée de Louise n'est pas une coïncidence, précisément maintenant, alors que Cécile affronte les dernières étapes de sa maladie. Dernières étapes? Louise pâlit. Elle est? Le prêtre acquiesça gravement. Les médecins lui ont donné quelques mois à vivre, à moins que... Il hésita, comme s'il pesait chaque mot. À moins qu'elle ne reçoive une greffe de moelle osseuse. Malheureusement, son groupe est extrêmement rare, et aucun donneur compatible n'a été trouvé jusqu'à présent. Hélène sentit l'impact de la révélation comme un coup physique. Soudain, toutes les pièces s'emboîtaient, avec une clarté cristalline. « C'est pourquoi nous avons reçu les signes », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Les 28 jours. Le délai n'était pas seulement pour trouver Louise. C'était le temps nécessaire pour réaliser la procédure avant qu'il ne soit trop tard. Thérèse, toujours pratique, calculait déjà. Si aujourd'hui est le 20e jour, nous n'avons que 8 jours pour les examens de compatibilité, la préparation et la procédure. C'est possible, mais nous devons agir rapidement. Louise, qui était restée silencieuse en absorbant toutes ces informations, parla enfin. « Je veux la rencontrer, même s'il n'y a pas de temps pour. » Sa voix se brisa, même si c'est juste pour nous dire au revoir. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Des examens médicaux confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient déjà. Louise était une donneuse parfaite pour Cécile. Les deux partageaient non seulement les mêmes marqueurs génétiques, rares, mais aussi la même mutation spécifique qui rendait leur condition médicale si singulière. La nouvelle de la possible guérison de Cécile et de l'extraordinaire réunion entre mère et fille séparées pendant 27 ans se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. La communauté, initialement divisée entre le désir de préserver les secrets du passé et l'espoir représenté par ces retrouvailles, pencha progressivement du côté de la réconciliation. Madame Clotilde, la sœur du maire qui avait averti Hélène de ne pas déterrer les vieilles histoires, mena personnellement une campagne de collecte de fonds pour le traitement médical. Les traditionnelles femmes de prière de la ville organisèrent une chaîne de prière continue, se relayant jour et nuit dans la chapelle latérale de l'église. Le 27e jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le petit jardin au fond de la maison d'Hélène.
Entre les pieds de romarin et de basilic, une fleur que personne en ville n'avait jamais vue poussa, aux pétales translucides, qui captaient la lumière du soleil et la réfractaient en couleurs impossibles, comme un prisme vivant. Monsieur Jérôme, le jardinier le plus âgé de la ville, fut appelé pour l'identifier. L'homme, dont les mains calleuses avaient cultivé la terre pendant plus de 70 ans, s'agenouilla avec difficulté devant la plante mystérieuse. « C'est la rose d'or de Jéricho », déclara-t-il avec révérence. « Elle ne fleurit qu'une fois tous les 27. Et seulement dans des circonstances très spéciales. Mon grand-père m'en a parlé, mais je n'aurais jamais pensé vivre pour en voir une. » Et ainsi, le 28e jour, exactement à 15h33, l'heure à laquelle toutes les horloges de la maison d'Hélène s'étaient arrêtées la deuxième semaine de ce voyage extraordinaire, 2 voitures arrivèrent simultanément sur le parvis de l'église de Saint-Benoît-du-Val. De l'une d'elles sortit Louise, accompagnée d'Hélène et de Thérèse. De l'autre, soutenue par une infirmière, émergea une femme d'âge moyen, dont les cheveux prématurément blancs et le visage marqué par la maladie ne parvenaient pas à cacher la beauté qui avait jadis charmé un professeur de piano. Mère et fille, séparées par 27 ans de secrets et de conventions sociales, se rencontrèrent enfin sous le regard compatissant de la statue de Saint-Benoît. Les mots n'étaient pas nécessaires. Leur corps savait, à un niveau cellulaire, qu'elles appartenaient l'une à l'autre. Quand elles s'étreignirent, quelque chose d'inexplicable se produisit. Un halo de lumière douce comme une aube miniature enveloppa les 2 femmes. Les présents, et à ce moment-là, une grande partie de la ville s'était rassemblée, pour témoigner de la rencontre, retinrent collectivement leur souffle. Des téléphones portables furent levés pour capturer l'instant, mais, curieusement, sur les photographies révélées plus tard, le halo apparaissait encore plus intense et défini qu'à l'œil nu. Pour Hélène, observant la scène, les larmes aux yeux, une certitude se cristallisa dans son cœur. Elle avait été l'instrument de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, quelque chose que certains appelleraient le destin, d'autres la providence divine, et d'autres encore une simple coïncidence cosmique. La procédure médicale fut réalisée le soir même, initiant le processus de guérison que les médecins décriraient plus tard comme remarquablement réussi, et frisant le miraculeux dans leur rapport clinique. Dans les mois qui suivirent, la vie à Saint-Benoît-du-Val se transforma subtilement. Les anciens commérages et jugements cédèrent la place à une nouvelle compréhension de la fragilité humaine et de l'importance du pardon. L'histoire de Cécile et Louise, désormais ouvertement racontée, bien qu'avec le respect qu'elle méritait, devint partie intégrante du riche folklore local, une parabole sur la rédemption et les secondes chances. Hélène retourna à ses cours de sciences, mais quelque chose avait changé dans son approche. Tout en continuant à enseigner les molécules, les cellules et les lois de la physique, elle trouvait désormais de la place dans ses explications pour le mystère et l'émerveillement, pour ces questions auxquelles la science ne pouvait pas encore répondre et ne le pourrait peut-être jamais complètement. Un après-midi d'automne, près d'1 an après le premier signe dans le miroir de la salle de bain, Hélène retrouva Thérèse sur la place centrale. Elles s'assirent ensemble sur un banc en bois, observant Louise et Cécile, maintenant rétablies, choisir des fleurs au stand de Madame Carmen. « Gardes-tu toujours la médaille miraculeuse ?» demanda Thérèse, tandis que le soleil plongeait derrière les montagnes, peignant le ciel d'orange et de rouge. Hélène sourit, sortant de sa poche la petite médaille dorée qu'elle avait trouvée dans son jardin, au début de ce voyage extraordinaire. « Toujours avec moi ?» répondit-elle. « Et crois-tu toujours que tout n'était qu'une série de coïncidences ?» taquina gentiment Thérèse, connaissant bien la nature sceptique de son amie. Hélène observa un instant la lumière du soleil couchant réfléchie sur la médaille, créant de petits arcs-en-ciel sur sa surface. « Disons que j'ai appris que le monde est plus vaste et plus merveilleux que mes livres de science ne l'ont jamais suggéré, répondit-elle finalement. Et que, parfois, nous devons croire avant de voir, et non l'inverse. » Les 2 amis restèrent dans un silence confortable, témoins d'un miracle qui avait transformé non seulement 2 vies, mais toute une communauté. Au-dessus d'elle, les derniers rayons de soleil illuminaient le clocher de l'église où, près de 3 décennies plus tôt, une nouveau-née avait été laissée, non par hasard, mais dans le cadre d'un plan bien plus vaste qui ne révélait que maintenant sa beauté complète
Et vous, qui avez suivi cette histoire jusqu'ici, vous demandez peut-être s'il existe un but plus grand derrière les coïncidences de votre propre vie. S'il y a des messages écrits sur des miroirs embués que vous n'avez pas encore remarqués, ou des signes subtils attendant votre éveil. Car les miracles, comme Hélène l'a découvert, n'ont pas besoin de grands gestes ou de manifestations dramatiques. Parfois, ils se révèlent dans la simple réunion de cœurs longtemps séparés, dans la guérison de blessures anciennes, ou dans le courage de regarder au-delà du voile du quotidien pour apercevoir l'extraordinaire qui a toujours été là, attendant patiemment d'être reconnu.